l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est le slogan des Jeux olympiques et paralympiques en France cet été. Ouvrons grand les Jeux. Ce matin, je vous propose de prendre ce jeu de mots au pied de la lettre et de questionner le bien commun généré par cet événement global. Quelle politique sociale, pour quels effets, qu'est-ce que ces JO vont léguer à la société? David Le Breton y répond pour nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, l'invitation de KTO Radio ce matin. Vous êtes sociologue et professeur à l'université de Strasbourg et vous avez collaboré sur la dernière revue jésuite Études au sujet des Jeux olympiques. Alors les pouvoirs, publics parlent de ces JO comme d'une grande fête populaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, je pense que nous sommes évidemment bien loin du jeu au sens où justement le jeu s'oppose au sport d'une certaine manière, hein. Le jeu, c'est la gratuité, c'est la jubilation, c'est le partage, c'est souvent, une indifférence à la hiérarchie, à la compétition et autres. Alors que le sport, entendu ici, sous l'angle des Jeux olympiques, c'est vraiment la volonté, d'aller plus vite, plus haut, plus courir, voilà, plus loin et cetera, selon le slogan de Coubertin. Et puis évidemment, ce sport, il est totalement sous l'égide de ce qu'on pourrait nommer, globalement le capitalisme, dans le sens où il est plutôt la mise en valeur, d'hommes ou de femmes, qui vont, réaliser des performances, bien sûr, sous nos yeux, mais peut-être aussi d'ailleurs en organisant toute leur vie autour de ces journées de compétition. Et pas on n'est pas du tout dans la gratuité de l'effort, dans le plaisir comme des gamins qui jouent au foot ou qui jouent au basket ou des gamins qui courent autour de leur cité. On n'est pas du tout dans le même registre. Ces derniers mois, de nombreuses associations alertent sur le nettoyage social, je reprends leurs Mmh termes, en cours, mh. notamment dans la capitale, à Paris. Mmh 12 500 Mmh personnes vivant à la rue ont été expulsées de la Mmh. capitale et relogées temporairement en région. Quel message on peut lire, on peut interpréter derrière cette pratique? Oui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. À chaque fois que des jeux sont organisés, de cette manière, il y a eu le cas à Rio de Janeiro où effectivement des populations ont été déplacées, où le niveau de vie soudain, s'accélère, augmente. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose d'une marchandisation de ces grandes capitales, de ces grandes villes à travers, une forme de le terme de nettoyage est quand même un peu fort, mais en tous les cas disons de nettoyage avec un guillemet, où on va écarter les populations les plus qui risquent de poser quelques problèmes, les personnes sans abri, d'autres personnes encore. On va parfois déloger, pour faire de la place. Et puis en même temps, tous les hôtels, les vont devenir incroyablement chers et cetera. Donc il y a une sorte de redéfinition des lieux, en fonction uniquement du sport et non plus en fonction de la vie quotidienne, de la convivialité, de l'échange. Il s'agit donc de favoriser la circulation et une circulation, fonctionnelle, rapide. On n'est pas du tout le paradoxe évidemment est qu'on est quand même à Paris et dans une ville où on aime flâner, où on aime s'arrêter, on aime, regarder la Seine ou autre. Mais je pense que pendant plusieurs semaines, ce serait très, très difficile de circuler à l'intérieur de la ville. Autre conséquence, notamment sur, l'habitat, Paris et plus Oui. particulièrement le département de la Seine-Saint-Denis ont connu de nombreux travaux de construction et d'aménagement et Oui. vous le Mmh dites, mh. dans l'article, je vous cite, Mmh. que les travaux titanesques mis en place à chaque olympiade se font au détriment des populations les plus précaires. Expliquez-nous pourquoi? Oui, évidemment, parce que les lieux qui demeurent encore, propices aux constructions sont souvent des lieux populaires, des quartiers populaires, voire des cités, enfin vr des cités très pauvres, en tous les cas, je ne sais pas très bien comment les nommer. On ne va pas aller, détruire, des grandes villas ou des appartements résidentiels, évidemment. Donc ce sont les populations les plus qui ont les plus vulnérables, qui ont les moins de capacité à se battre, à résister à cet emballement, urbain qui caractérise particulièrement ces moments des Jeux et pour
Pourquoi? Puisqu'évidemment la plupart du temps, enfin souvent en tous les cas, je dis pas toujours, mais souvent ces infrastructures, servent très peu finalement aux populations et en tous les cas certainement pas aux populations qui ont été écartées, au profit de ces nouvelles constructions. Mais parfois, comme ça a été le cas à Athènes, comme ça a été un peu le cas aussi à Rio, toutes ces infrastructures ne servent pas vraiment à grand chose. Par contre, c'est vrai que parfois on crée des lignes de tram. Je pense à Rio, il y a des belles lignes de tram qui continuent encore à fonctionner, qui relient des quartiers qui étaient très loin les uns des autres. Peut-être que c'est la même chose qui se joue à Paris en ce moment avec le fait de la possibilité de rallier l'aéroport, de Roissy, par exemple, assez vite et cetera. Faut pas être évidemment uniquement faut pas être dans le manichéisme, quoi. Il y a aussi des «retombées» entre guillemets, sans compter évidemment les retombées économiques et autres des entreprises parisiennes ou de la région. Mais en même temps, il y a effectivement toujours un prix à payer et ce sont souvent les personnes, enfin les populations les plus vulnérables qui le payent parce elles ont le moins la capacité de s'opposer, de résister. Et est-ce qu'on peut dire que les Jeux olympiques accélèrent la gentrification d'un territoire? Ah oui. Mmh. Ah oui, non, ça c'est absolument évident. De toute façon, on voit bien aujourd'hui à Paris, même simplement le coût des hôtels est devenu absolument vertigineux. C'est difficile, pareil pour nous autres universitaires, par exemple, de tenir un colloque, ou un séminaire parce que le prix des hôtels, a explosé et le prix des transports également. C'est très, très difficile, maintenant d'avoir un billet pour Paris, quand on habite la province, en s'y prenant 3, 4, 5 jours avant. Donc il y a une espèce de prolifération de la ville qui fait que le terrain comment dire? La ville coûte cher à tous les niveaux. Donc effectivement, il y a une forme de gentrification des lieux qui s'amorce quand même depuis bien longtemps, hein. J'ai connu ça au Mans, il y a au moins une trentaine, une quarantaine d'années. J'ai connu ça à Tours, quand j'étais étudiant également. Je peux et à Strasbourg aussi. Je pense que c'est vraiment là un phénomène, quasi international, mais qui est en effet accéléré par les jeux parce qu'effectivement enfin les lieux de vie ou les lieux qu'on loue, coûtent vraiment très, très cher, coûtent de plus en plus cher et de moins en moins de gens ont la possibilité de payer les loyers ou encore plus d'acheter évidemment les appartements ou les maisons. On est assez loin ici des valeurs prônées par, à la base par, le baron de Coubertin, Oui, là. oui. Oui, mais évidemment, le baron de Coubertin était lui-même un personnage très ambigu, raciste, machiste. Bon, il partait d'une bonne idée, c'est-à-dire, faire du sport, un lieu d'échange, de convivialité et cetera, fondé également sur l'amateurisme, ce qui est très important parce que ce qui est l'une des sources peut-être les plus choquantes de ces jeux, c'est qu'on va voir, par exemple, au football, dans les compétitions de football des joueurs qui sont payés des millions d'euros par mois. On va avoir des cyclistes qui gagnent des fortunes également. Bon, on est très, 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 très loin même, en malgré tout de l'esprit, de Coubertin. Quand on pense que des gens comme Jules Ladoumègue ou autres, dans les années 20, si ma mémoire est bonne, ont été écartés, on leur a demandé de rendre leur médaille parce qu'ils avaient touché une modeste prime, une prime absolument dérisoire. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de millionnaires, si je puis dire, qui s'affrontent sur les pistes et puis qui, de toute façon, s'ils gagnent, deviendront effectivement des notables, des voilà, donc on est loin de l'esprit de gratuité qui, pour moi, caractérise le jeu. Justement, le jeu au sens de l'homo ludens de Huizinga, le jeu au sens de Roger Caillois, le jeu de l'enfant, quoi, où on est tout entier dans ce qu'on fait, dans l'amour de ce qu'on fait. Là, ce sont plutôt les «amateurs» entre guillemets qui incarnent cet esprit, plutôt que les professionnels qui sont maintenant quasiment toujours, dans ces grandes compétitions, sportives comme les Jeux, Et est-ce que les enfin les Jeux Jeux olympiques olympiques, pardon. sont, condamnés à rester dans ce modèle de marchandisation où un retour en arrière est peut-être possible? Mmh. Non, 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 à mon avis, là, ça n'a aucun sens. De toute façon, toutes les grandes compétitions sportives, jouent autour de l'argent, de la notoriété, de la compétition. Enfin, c'est la poursuite de la guerre sous une autre forme, évidemment sous une forme peut-être plus tranquille. Mais non, je ne vois absolument aucun retour en arrière et au contraire, il y a une saturation. Je me disais avant que nous entamions notre entretien, il y a la coupe d'Europe, de football, il y a le Tour
de France, on va enchaîner avec les Jeux olympiques. On a l'impression qu'on est dans une ambiance sportive absolument permanente, qui fonctionne un peu comme une sorte de narcotique, hein, qui évite de penser à autre chose. Voilà, on est là dans la enfin bon, en tous les cas, une bonne partie de la population, on est tendu vers, savoir qui va gagner le Tour de France, qui va gagner l'Euro, qui va gagner le 100 mètres aux Jeux olympiques, et cetera, et cetera. Il y a une sportivisation de l'ambiance sociale qui n'est pas la meilleure des choses, qui n'est pas la meilleure ambiance pour penser la complexité du monde d'aujourd'hui, penser également l'âpreté, du monde dans lequel on risque d'entrer dans les semaines à venir. On a vu, néanmoins des boycotts, notamment pour défendre Ouais. la dignité humaine et la Mmh. condition des travailleurs à la dernière coupe du monde au Mmh. Qatar et où il peut y avoir Ouais, aussi peut-être une mobilisation, sociale qui pourrait ouais. pousser en ce sens? Mmh. Dans mes souvenirs, ça n'a jamais donné grand-chose, hein. Il y a eu quand même énormément d'ouvriers morts, au Qatar. Ça n'a absolument pas du tout empêché, la coupe du monde de football. Il y a eu d'autres, je me souviens d'un combat pour lequel j'étais proche, quand on a voulu s'opposer à la tenue de la coupe du monde de football, en Argentine au moment d'une dictature, militaire parmi les plus sanglantes et les plus tragiques de l'histoire. Ça n'a pas du tout empêché, le la coupe du monde de s'exercer. Il y a des intérêts malheureusement qui sont des intérêts économiques, symboliques aussi d'une telle puissance que c'est difficile de s'opposer, enfin de s'opposer, de demander le boycott d'une grande compétition sportive, même si elle mène à énormément de dégâts, à l'intérieur du lien social du pays, qui invite. Une dernière question, David, Le Breton, pour ne pas forcément rester sur une note, négative. Les jeux olympiques transmettent aussi une certaine ferveur, une certaine cohésion, ça reste, tout de même un Mmh. moment Mmh. spécial à vivre. Non, c'est vrai, vous avez raison, il y a cette espèce de ce sentiment d'appartenance. Pardon. Il y a en effet ce sentiment d'appartenance, qui réunit à un moment donné certaines populations, qui fait que même, un certain nombre de tensions, disparaissent et puis évidemment, comme je l'écris pas mal dans l'article, c'est une matière première pour les conversations de café où on fait d'innombrables paris sur la victoire des uns et des autres, sur les raisons de la défaite d'un autre. Il y a une forme effectivement, comment dire? Faut pas être un moraliste d'une certaine manière, c'est ce que j'essaie d'éviter d'être. En même temps, on voit qu'effectivement dans ces jeux olympiques, il y a des enjeux qui sont parfois extrêmement contestables, mais en même temps, effectivement, ça cristallise davantage le lien social. On peut quand même aussi dire que ça crée des nationalismes, ça crée des oppositions, parfois assez dures, hein, entre certains pays, voilà, à chaque fois qu'il y a des grandes compétitions sportives comme ça, on voit parfois des animosités se créer à l'encontre du pays vainqueur ou à l'encontre du footballeur, qui a manqué un penalty et qui va se faire harceler ou persécuter dans son pays. Il y a quand même parfois des retombées qui sont extrêmement néfastes c'est une dialectique, il y a le meilleur et le pire qui se côtoient dans les jeux. La meilleure des choses quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même les jeux paralympiques qui donne, effectivement une sorte de vitrine à des hommes ou des femmes qui ont été un peu abîmés par la vie et qui là retrouvent une sorte de dignité, une sorte de valeur. Ça je Pour ma part, j'attache infiniment plus d'importance aux Jeux paralympiques, évidemment qu'aux Jeux quasi professionnels, on pourrait dire, de l'olympiade classique, quoi. Là, on a affaire vraiment à des hommes ou des femmes qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'exercer leur sport, qui sont vraiment dans le bonheur, dans la félicité de ce qu'ils font, qui sont dans la fraternité davantage, évidemment que les grands athlètes, des Jeux. Là, il y a quelque chose de chouette dans les Jeux paralympiques. Et des Jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre prochain. Merci beaucoup David Le Breton de nous avoir apporté votre analyse sociale sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'université de Strasbourg et je cite votre dernier ouvrage, La fin de la conversation, la parole dans une société spectrale, publié aux éditions Métellier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio. C'est moi qui vous remercie.